Moi, peut-être, à cette première question, c'est difficile d'imaginer une transition entre une vie urbaine avec des maisons pour des milliers d'habitants vers des biorégions transférées, transférant des habitants des villes vers de nouveaux lieux. Là se pose, mais on aura l'occasion d'en discuter, et puis surtout, il y a d'autres modules du MOOC qui en parleront très directement, se pose la question des formes de vie, des modes de vie, des styles de vie. C'est tout à fait envisageable dès l'instant où on parle de sobriété, de frugalité, de décroissance. C'est tout à fait envisageable dès l'instant où on divise les pressions que nous exerçons sur les environnements. Donc, ça ne peut pas là non plus se faire à comportement équivalent. Voilà. Et c'est en ça que les biorégions post-urbaines sont d'abord un rapprochement du vivant pour changer de façon de voir le monde et de se comporter. Mais des modes de vie plus décents, plus légers, moins impactants, peuvent tout à fait tenir avec le nombre de personnes qui composent la population française à l'échelle du territoire hexagonal. Du coup, j'embraye sur les trois autres, si j'arrive à les lire. Si la ville est une impasse, comment organiser et faire circuler le savoir et la recherche par rapport à la concentration des universités et écoles? Ça tombe bien parce qu'il y a 30 ou 40 ans, il y avait plein d'antennes universitaires dans les petites villes, mais qui ont, par regroupement, fusion, acquisition et mondialisation, le ranking, le classement de Shanghai et tous ces délires-là, qui ont un peu disparu des radars. Voilà. Grosso modo, on ne trouve dans ces antennes-là que des formations très, très, très professionnelles pour les premiers cycles universitaires. Il y a encore des locaux, il y a un peu de patrimoine, ça serait bien de les réouvrir. Donc, les savoirs, historiquement, il y a une vieille idylle entre l'académias et la cité-État, la ville-mère, mais ce n'est pas pour autant que des petites villes ou des villes moyennes ne sont pas dotées de petits centres de formation. Et puis, je mets aussi dans la besace, mais c'est pour énerver tout le monde, quitte à discuter, autant discuter gentiment. Il y a d'autres formations, je pense notamment au lycée agricole, qui, comme vous l'aurez remarqué, ne sont pas sur la place Bellecour ou proche de l'Arc de Triomphe. Voilà. Donc, il y a aussi quelque chose à faire du côté d'autres formations, avec d'autres savoirs et savoir-faire à la clé, notamment ceux de la terre. Notre groupe, Christophe et Marie, se posait la question d'intégrer les populations urbaines opposées aux biorégions dès l'initiative d'une biorégion plus rurale. Nous parlions plutôt de population en métropole. Est-ce clair? Oui, moi pour moi, mais c'est plutôt une question ou un doute que je vous livre. Est-ce que les habitudes de vie, qui quand même sont le produit de nos habités, les visions que l'on a du monde, les manières de imaginer ce que pourrait être une solution sont très dépendants des cadres matériels que nous peuplons, des patrimoines que nous habitons, des lieux et des espaces de vie que nous occupons. Est-ce que les opposants en question sont préparés à cette chose-là? Ont-ils, comment dire, quelques facilités, facultés, comment peuvent-ils contribuer à des communautés régionales post-urbaines qui seraient clairement rurales? Et là, on a des exemples dans les ruralités où ça peut se tendre par moments, mais par défaut d'entendement ou par défaut de communication. Voilà, il y a des tensions aussi culturelles, et ce n'est pas le mouvement des agriculteurs aujourd'hui qui témoignerait du contraire. Comment communiquer sur la biorégion urbaine ou pas en forme de récit désirable? Venez habiter dans les campagnes. Voilà. Alors, toutes les campagnes ne sont pas des lieux de grande hospitalité et d'accueil, mais il y en a un paquet qui sont très agréables à vivre. Je pense que le meilleur des récits, c'est de s'immerger sans nomadisme démesuré, mais de venir un peu rencontrer, dialoguer, faire conversation, comme à la grande époque de la philosophie antique, on aimait cette chose-là, à dire. Euh, je serais vigilant, et je terminerai là-dessus, sur la question des récits, parce que les récits sont une tarte à la crème en ce moment. Passez-moi l'expression. En tout cas, il faudrait rendre désirables des imaginaires qui seraient instituants et pas institués. Il faudrait décoloniser certaines manières de penser, et pour ça, les récits seraient d'une certaine utilité. La sociologie pragmatique enseigne quand même que l'expérience joue un rôle bien plus déterminant que la mise en récit. La pratique directe, l'échange mais immédiat, proche, la résonance, pour reprendre les termes de Rossa, ne peuvent pas se communiquer par un champ lexical, même imagé, même facilité, même illustré. Les récits ne suffiront pas. Il en faut, mais pour moi, ce n'est pas la solution d'entrée. Voilà. L'expérience directe. Merci Et là, beaucoup, tout le monde est Guillaume. parti. JC, est-ce que tu pourras me partager l'accès pour que je mette en capital les questions? Alors, l'accès, tu veux dire en partageant le tableau, là? Ouais, si possible. Merci beaucoup. Oui. Alors, attends 2 secondes.
Mais comme Guillaume a répondu très très vite, et c'est tant mieux, et c'est super, merci à toi. On peut du coup interagir, échanger, rebondir sur ce que vient de partager Guillaume, puisque je crois, hein, si je dis pas de bêtises, Jeanne, qu'on a commencé à 13 heures pile le moment de partage, à peu près. Il nous reste 7 minutes, 7-8 minutes, Ah bah donc c'est génial. je Bah pense voilà. qu'on a beaucoup de temps pour. C'est très bien. Ouais, c'est ça. Attends, alors je cherche en même temps hein, comment te donner la main, mais je Pas de sais souci. plus. Mais en tout cas, Juste dans les effectivement, on cours. peut. Allez-y, il y a Dorian qui veut prendre la parole. Vas-y, Dorian. Merci. Merci Guillaume pour ces réponses. J'ai peut-être pas fait attention, mais je ne sais pas si s'il y a eu une réponse à la question de s'il y a quelque chose à sauver du mouvement du biorégionalisme urbain. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quand même des pratiques ou je sais pas, des modes d'organisation, des pistes de réflexion qui sont nées au sein de ce courant, qui peuvent quand même être utiles, applicables, même si on ne s'inscrit pas dans cette optique globale. À mon avis, il y a deux caractéristiques au biorégionalisme urbain. Une qui me semble assez délétère et une autre qui pourrait avoir quelque intérêt. Celle qui semble délétère, c'est la compatibilité avec la planification officielle. C'est-à-dire que le biorégionalisme urbain est très compatible avec les institutions. Selon un prédicat hein, qui est nullement, grosso modo, de s'allier à la puissance, mais une croyance qui est que de l'intérieur des institutions, on peut faire évoluer les choses. Donc, du coup, planification, programmation, projet servent des savoirs qui peuplent le biorégionalisme urbain. Là, pour moi, il y a clairement à mettre un frein et à envisager d'autres dispositifs moins institutionnels. Maintenant, il y a une deuxième caractéristique et qui, à mon avis, nous plonge aussi dans un abîme de perplexité, et je vous le livre, parce que du coup, ça renvoie aussi au public militant. C'est que le biorégionalisme urbain s'est aussi institué sur d'autres formes participatives, d'autres types de concertation locale, d'autres rapports à la citoyenneté. Et force est de constater que sous cet angle-là, la militance urbaine, qui aujourd'hui, enfin contre-urbaine ou qui s'oppose à certains projets, puise dans le biorégionalisme cette faculté à pouvoir faire autrement démocratie. Bon. Et là, il faut être vigilant sur ce qu'on entend par démocratie. Pour moi, la démocratie participative confine beaucoup à de l'élevage, pour reprendre des termes que j'emprunte bien volontiers. La démocratie dite de proximité locale n'épuise pas la question, il n'y a pas de partage de pouvoir. Néanmoins, on peut tendre par la proximité à des formes de démocratie plus directes. Ça, c'est indéniable. Et ça forme des esprits, ça forme des manières d'être en politique. Donc là, je pense que dans le biorégionalisme urbain, il y a peut-être à utiliser ces expériences déçues, hein, un peu frustrées, pour en faire véritablement des leviers, des moyens d'être au clair sur ce qu'on entend clairement par démocratie et la mettre en pratique, mais de manière pré-pensée et pré-expérienciée dans d'autres lieux qui seraient moins urbanisés ou moins densément artificialisés. Voilà. C'est une petite concession que je ferai au biorégionalisme urbain, mais parce qu'il est 13h11 et que généralement à 13h11, je ne suis pas trop énervé encore. Merci Guillaume pour ta réponse. Donc Dom disait dans le chat qu'une expérience est un récit dès lors qu'il est partagé. Sonia disait on peut habiter à la campagne mais rester accroché par les discours râleurs franchouillards qui sont loin de séduire. Et Marie, il y a un prérequis à l'expérience directe pour pouvoir la vivre, c'est l'imaginaire qu'on en a et pour cela il faut en amont un récit désirable, non? Que... Oui. Alors à la question de Marie, nous avons en nous embarqué, depuis l'urbain, des imaginaires un peu romancés de ce que serait une nature vertueuse. Et c'est là où moi j'appelle à un peu de vigilance pour pas décevoir, pour pas que des projets tombent à l'eau 15 jours ou 3 semaines avoir été pensés. Donc oui, les imaginaires et les récits sont nécessaires, oui, le désir doit se construire, mais faisons attention à des imaginaires que nous avons tous et toutes embarqués, qui sont ceux de la naturalité, qui sont ceux du folklore, qui sont ceux du bucolisme ambiant, et que certaines institutions perpétuent en nous. Voilà, nous allons nous ressourcer en nous dépaysant dans des petits parcs naturels ou par un petit tourisme dit durable, pour mieux revenir batterie rechargée une fois fini le petit séjour de 3 à 5 jours dans la ville et continuer à se faire exploiter. Je ne dis pas que dans les campagnes, il n'y a pas d'exploitation. Je dis juste que les emplois peuvent poser question. Donc,
faisons attention à ce romantisme de nature qui puise à la longue histoire ou dans la longue histoire et que beaucoup d'urbains, à leur corps défendant, sans intention mauvaise, hein, mais véhiculent. Voilà, soyons clairs sur les imaginaires et les récits qu'il nous faut absolument instituer. Merci Guillaume. Du coup, Laetitia et Cédric ont écrit afin d'investir à côté du champ de l'expérience. Peut-être Laetitia et Cédric, vous pouvez prendre la parole pour partager, ce sera plus vivant. Oui, pour rebondir sur la réponse qu'a faite Guillaume et puis sur la demande de certaines et certains d'entre nous d'investir le pouvoir d'imaginaire. Je pense que rien n'est incompatible et qu'on peut conjuguer le maximum de vecteurs afin d'aboutir à la réalisation d'un projet de territoire et que du coup, les défis qui sont proposés dans les modules investissent le champ de l'expérience et qu'on propose en fin de MOOC un atelier qui est justement consacré davantage à l'imaginaire et au récit, puisqu'on vous proposera de vous guider dans l'écriture d'un récit de la biorégion tel que vous l'aurez imaginé au fil des récits et de tout le contenu théorique aussi qui aura pu vous être donné, et pratique, puisqu'il y a des modules après plus pratiques qui suivent. Donc, toute cette projection, parce que vous allez nécessairement en fait projeter dans votre tête une image au plan local de ce que vous imaginez être votre biorégion. Et d'ailleurs, Cédric et moi faisons l'exercice en même temps, simultanément, puisqu'on suit le MOOC aussi en tant que participant. Donc, tout ce que vous aurez pu imaginer, on vous propose de le coucher sur le papier. Et l'idée, c'est pas justement d'écrire quelque chose qui serait sans doute pas très plausible, mais de vous servir de toutes les forces transmises lors du MOOC pour que ce soit quelque chose le plus lucide possible, le plus concret possible et qui s'éloigne un peu de l'imaginaire que décrivait Guillaume de l'écolieu formidable ou avec plein de nature et où tout le monde fonctionne en symbiose et qui est une vision qui revient très souvent, notamment de la part de gens qui n'ont pas été encore mettre les mains dans le cambouis. Je pense que le MOOC nous permet de mettre vraiment les mains dans le cambouis, de réfléchir à des sujets très très techniques et concrets sur nos territoires. Et on espère que ça permettra d'écrire des récits qui sont justement le plus lucides possible sur les possibilités de nos territoires vu ses forces. Et du coup, de proposer des visions à voir de ces récits-là à des gens que vous pourrez engager peut-être à vos côtés dans le projet de biorégion que vous portez et leur donner envie de rejoindre du coup cet imaginaire ou de compléter ou de faire évoluer cet imaginaire et de vous accorder aussi sur cette vision-là. Est-ce qu'elle correspond à celle qu'ont les autres du même territoire? Voilà, excusez-moi d'avoir été un peu longue et peut-être un peu brouillon, je ne m'attendais pas à présenter ça maintenant. Merci beaucoup, Laetitia. Je fais juste une petite parenthèse, Jeanne, si tu le permets. Alors, Laetitia a dévoilé la surprise, mais bon, c'est pas très grave, que nous souhaitions vous réserver. Mais oui, alors après, moi, je me permets un tout petit bémol par rapport à ce qu'a dit Guillaume et ce qu'a dit Laetitia, c'est qu'il y a une différence, à mes yeux, entre un récit inventé, imaginé par une personne lambda tierce pour donner envie à d'autres, et un récit coécrit par les personnes qui habitent le territoire considéré, où là, réellement, c'est déjà un acte fort de projection dans ce que pourrait être demain sur ce territoire une dynamique biorégionale. Donc vraiment, il faut toujours aussi faire attention à ce que l'on entend par récit. Et ce récit-là invitera évidemment à l'expérience directe derrière. Bienvenue tout le monde en plénière. J'espère que les échanges ont été intéressants. Et ce que je vous propose, c'est qu'une personne de chaque groupe pose la question qui vous a semblé la plus importante, la plus brûlante à Guillaume, qui pourra donc y répondre. Est-ce que quelqu'un veut commencer ? Laurent, tu avais une question à poser à Guillaume. Oui, la question qu'on s'est posée, c'est au regard des courbes démographiques, je sais pas, 2100, c'est à peu près 70%, ou en tout cas deux tiers de la population qui vit en zone urbaine. Comment on opère avec cette population ? Tout de suite, là, comme ça. Comme ça. Abruptement, c'est ça. Ok.
Moi, je ne suis pas devin, hein. Donc, c'est effectivement ce que Banque mondiale, FMI, ONU annoncent. Mais les paramètres écologiques ne sont pas véritablement intégrés. Parce que dans le même moment, les mêmes organes nous disent, le FMI, petite officine révolutionnaire, comme vous le savez aussi bien que moi, nous annonce en 2100 qu'il y aura plus de 74% de la population mondiale qui vivra des canicules mortelles de 15 jours à 2 mois par an. Voilà. Donc, en fait, je crois que toute la prospective n'est pas calée, n'est pas calibrée sur la détérioration rapide des conditions écologiques d'existence. On peut, chemin faisant, étirer dans le temps en s'appuyant sur les tendances des 50 dernières années, qui sont celles de l'urbanisation généralisée et de la métropolisation. Hein. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il y a plusieurs pays démographiquement bien dotés qui voient des petits reflux apparaître, des débranchements un peu inopinés se réaliser. Et ce n'est pas simplement à l'occasion du confinement et de la pandémie. Et il y a même des États qui commencent à réfléchir à des politiques de repeuplement des campagnes. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas certain que ce qui est annoncé au fil de l'eau se réalise en termes démographiques. Donc, c'est plutôt un doute, hein. Je n'ai pas de réponse. De toute façon, ce soir, il n'y aura pas de réponse définitive, j'en ai jamais. C'est plutôt une interrogation ou une discussion qu'on doit avoir. Merci Guillaume. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question à poser? Oui. Ah, je clique sur la main. Oui, on t'entend. Oui. Alors, on avait un peu plusieurs questions, mais qui finalement sont sur la même thématique, sur le rapport entre ces deux versions du biorégionalisme. Et on se disait, est-ce qu'au final, faut-il choisir? Est-ce qu'au final, c'est pas propre à chaque territoire qui choisit ce qui lui paraît être le plus pertinent? Et dans la même idée, on voulait savoir si la version sociétalienne était vue comme une fin en soi ou si elle ouvrait éventuellement vers une version plus radicale comme on le souhaiterait ici. Voilà. J'aime bien l'expression sociétalienne. Alors, du coup, juste sur… en fait, je pense que je vais répondre aux deux questions en une fois. Dans le meilleur des mondes, il nous faudrait penser la capacité que chaque territoire a à bâtir sa propre destinée, à pouvoir œuvrer à ses propres envies ou en tout cas globalement ses propres principes de vie. Ce que l'on omet, et c'est ce que justement la controverse dont on reparlera met de côté ou tait, c'est que vous n'êtes pas sans savoir que tous les territoires ne sont pas égaux et qu'il y a des asymétries d'entrée, notamment entre les villes et les campagnes. Les campagnes, sur les 2 derniers siècles, ont été faites à la main des villes. L'agriculture industrielle et conventionnelle est une production très directe de la construction urbaine, de la centralisation et de la polarisation métropolitaine. Du coup, moi, je ne cherche pas la conflictualité pour le plaisir de la dualité. Mais dans les débats du moment qui visent à dire qu'on pourrait retrouver une harmonie entre ville et campagne et que chaque territoire pourrait avoir la liberté de bâtir finalement sa propre destinée, on omet trop facilement ces asymétries d'entrée. Voilà. Cette domestication des campagnes à des fins urbaines, des exodes ruraux qui ont été forcés, une paysannerie dont la trace politique et la trajectoire a été mise de côté. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est une coordonnée absolument intégrée. Parce que du coup, il y a un sentiment de périphérisation et de subalternité qui traverse énormément les sociétés. Et ce n'est pas un discours anti-système que je suis en train de vous servir comme soupe. Hein. Ce n'est pas un discours anti-élite assez facile à mener. C'est juste que ça traverse l'entendement et la manière et les mentalités qui se sont développées. Donc, tous les territoires ne sont pas égaux dans leur propre capacité d'initiative à pouvoir s'émanciper du mode dominant d'organisation des territoires et de développement. Et il va falloir à un moment donné, je crois, rééquilibrer si on veut véritablement donner les moyens à chacun et penser une harmonie qui soit véritablement équitable entre ville et campagne. Sauf que les villes, c'est l'outil premier du capitalisme productiviste, industriel et thermo-industriel. Et c'est là où tous les intérêts sont concentrés, c'est là où tous les moyens et toutes les richesses se veulent polariser. Si on n'en découpe pas avec ça, on ne va pas y arriver.
Donc, ce n'est pas un plaisir de faire petite dispute dans mon coin ou dans ma cuisine ce soir, hein. C'est une réalité historique. Il y a quelque chose là qu'il va falloir poser. Et je terminerai juste une fraction de seconde. Un bon mot de Bernard Charbonneau, qui avait quand même l'habitude des bons mots. La liberté est née dans les villes. Il va falloir en sortir pour pouvoir la retrouver, cette liberté. Et ça, ce n'est pas 2024, c'est 1976. Et c'est Bernard. Merci pour cette belle conclusion. Est-ce que d'autres groupes veulent partager leurs questions? Il en reste au moins 3 normalement. Avec si Ouais. possible Ouais, une je- porte-parole, si c'est jouable aussi, hein, pour essayer d'alterner un petit peu, femmes-hommes. Non. Cécile, est-ce que tu veux y aller pour notre groupe? Sinon, je le fais, hein, comme tu veux. Non, il y a Joséphine pour notre groupe qui avait une question à poser. Non, n'hésite pas à y aller. Hein. J'avais pris les notes alors. Vas-y Cécile, et après Joséphine. Non, mais Vas-y, Cécile. Boris, il a... Ouais, alors Boris, vas-y. Du coup, on n'a pas exactement formulé une question, mais si je dois résumer nos échanges, ça irait plutôt sur quel est au final l'argumentaire qui amène à la conclusion qu'une biorégion non sécessionniste est considérée en fait comme un mauvais exemple. Ça aussi, petite question légère de fin de journée. Oui. La question qui se pose, c'est sécession à quoi? Et là, il y a quand même des grands mots qu'il nous faut mettre sur la table. La ville est indéniablement le croisement ou le croissant fertile, passez-moi le mauvais mot, entre une économie thermo-industrielle qui est en train de tout dézinguer, un étatisme bien établi et une bureaucratie qui vise à tout administrer. Si on n'arrive pas à en découdre avec ça, on ne peut pas prétendre retisser des liens bienveillants, respectueux et un peu décents avec le vivant. Auquel cas, c'est une sécession qui est triple, mais qui est en fait le produit conjugué de l'histoire. Il y a une alliance objective entre des États-nations et un capitalisme mondialisé. Voilà. Et là non plus, c'est pas pour faire pseudo-militance ou voir absolument un complot sur le pas de la porte. C'est une réalité. Nos économies et nos cadres politiques agissent, évoluent main dans la main. Donc faire sécession, c'est faire sécession de ces attributs-là. Et pour ce qui est de la ville, c'est là où toutes les médiations fétichisées du capital se réalisent. C'est là où toutes les autorités bâtissent les citadelles et les pouvoirs pour prospérer et épauler, accompagner ce que l'économie marchande crée comme fétiche de la marchandise ou comme désir de vie, ou en tout cas qu'on a intériorisé. C'est là où on se déprend d'un certain nombre de choses, mais on aura l'occasion d'en reparler. Voilà. Toutes les dépendances, toutes les délégations viennent de nos vies urbaines, en fait, voilà, où on est par, comment dire, nécessité de compenser, soumis à du mouvement incessant, à un divertissement permanent, à une imposition de formes communautaires, des types de vie que, non pas on n'a pas choisi, parce qu'à un moment donné, il y a aussi quelques plaisirs à être dedans. C'est avec ça qu'il va falloir rompre à un moment donné. Voilà. D'où l'idée d'une biorégion qui serait post-urbaine et forcément un autre lieu habité. Ça ne peut pas se réaliser dans l'antre même d'un capitalisme d'État qui est totalement décomplexé. Okay. Merci Guillaume. Clara, il faut me dire si je suis trop long. Pour l'instant, ça va, on est dans les temps, on a encore 2-3 minutes avant de passer au prochain. Ouais. Peut-être Joséphine, parce que Joséphine avait une question, je crois. Ouais, et ensuite Alexandra, qui a noté aussi qu'elle en avait une. Je ne sais pas vraiment comment formuler cette question-là. En fait, c'était plutôt nous, le sujet de la discussion, c'était sur le fait que quand on regardait un peu ce biorégionalisme urbain ou post-urbain, on avait le sentiment qu'on oubliait un peu le fait que les campagnes ne sont pas vides, qu'il y a cette impression-là qu'il y a tout à créer là-bas, et qu'en fait, c'est déjà une vision très urbano-centrée,
d'imaginer les campagnes vides d'activités et d'organisations autonomes. Et enfin voilà, ma réflexion elle est plus là-dessus. Je ne sais pas comment vous pourriez rebondir par rapport à ça. Si ce n'est que vous avez entièrement raison. C'est pour ça que quand des collègues publient des ouvrages qui s'intitulent « Repeuplons les campagnes », la première chose qu'on trouve à dire de manière diplomatique, en dispute intelligente, c'est de dire que les campagnes sont déjà largement peuplées. La question qui se pose du coup à nous, c'est quelle connaissance on a de ces peuplements, de leur mode culturel, de leur mentalité, de leur manière de faire communauté, de faire société. Et c'est là où, à mon avis, les urbains ont des visions un peu déconnectées. Par moments romantisées de la nature et à d'autres moments totalement ignorants de ces autres cultures qui sont clairement localisées. Mais sinon, je souscris à 200%, mais ce n'est pas, je crois, ce qu'on défend dans les biorégions post-urbaines. Hein. Il ne s'agirait pas d'y aller avec ses gros sabots et d'atterrir tranquillement avec ses modes de vie urbains. Hein. Il n'y a pas de SUV, il n'y a pas de 5G, il n'y a pas de piscine chauffée, il n'y a pas toutes ces choses-là. Il y a à connaître, mais alors moi qui suis de la partie plutôt académique, entre guillemets, non, j'enlève les guillemets, hélas, je suis de cette partie-là, je peux vous dire que tout ce qui est du ressort de la connaissance par les études rurales de ces cultures qu'on pourrait considérer comme agraires ou périphériques, et ben ces études rurales sont de moins en moins représentées à l'université, alors même que les études urbaines ont gagné des jalons et des galons sur les 20 ou 30 dernières années. C'est-à-dire qu'il y a véritablement là aussi une asymétrie. De toute façon, l'asymétrie des pouvoirs renvoie toujours à une asymétrie des savoirs, et ces savoirs-là sont eux-mêmes totalement déséquilibrés. Donc, je souscris à cette idée-là. N'y allons pas avec des gros sabots, il y a bien des connaissances premières, et je pense que la biorégion post-urbaine ne défend pas l'idée que ça serait une terra incognita. Voilà. Et je profite juste de l'occasion pour faire une petite parenthèse. Guillaume vous parle de Pleurdut, Centre-Bretagne. Hein, il ne vous parle pas d'une métropole, là, ce soir. Bon. Est-ce qu'il y a une dernière question? Je crois qu'il y avait une... Alexandra, ouais. Une dernière question d'Alexandra. Ouais, moi, ce qui m'a interrogée dans des lectures, c'était dans la partie du coup écrite par Alberto Magnani. J'arrive jamais avec son nom de famille, désolée. Du coup, il stipule ce texte que il y a un pacte qui n'a pas pu être respecté, abouti, notamment face à des enjeux autour de l'eau, etc. Et on s'est interrogé dans notre groupe sur les origines du pacte déjà et pourquoi son opérationnalité était si complexe. Enfin, comment on peut faire mieux aussi aujourd'hui. Si ce genre de situation se reproduirait aujourd'hui, avec quels outils on peut arriver pour que ça se passe? Parce que j'imagine qu'il y a des choses qui ont changé et aussi en fonction de pays, c'est très différent. Enfin voilà, c'était la question qui nous interrogeait. Dites-moi si c'est pas clair, je peux essayer de reformuler. Je crois avoir compris, mais si la réponse est à côté, il ne faut pas hésiter à me le dire. L'un des problèmes qu'ils ont rencontrés, mais c'est ce qui est dit dans le texte juste avant et que je reprends après, c'est la portée ou la faible portée politique de la démocratie participative. Voilà. Le pacte n'a pas accouché, n'a pas engendré dans un changement de réalité, tout simplement parce que il était coporté par des citoyens, des associations, mais qui étaient soumis globalement au mode de fonctionnement institutionnel pour élaborer ce pacte-là. Et il y a un deuxième paramètre qui est intervenu et qui est propre à la Toscane, c'est la puissance, mais qu'on peut connaître aussi en France dans certaines régions, surtout en ce moment, la puissance des mondes agraires et notamment des mondes agricoles, voilà, qui ont a priori, qui sont intervenus dans le processus de telle manière à l'orienter à des fins productives. Non pas d'une certaine intensité, mais néanmoins, ça ne brassait pas la totalité de l'usage de l'eau et du questionnement de l'eau comme bien commun. Voilà. Donc, pour ces deux raisons, les acteurs impliqués et la démarche proposée, plutôt participative, qui ne change pas grand-chose en général aux politiques territoriales, le pacte en question a fait pchit ou plouf. Voilà. Donc, si je reformule, enfin, avec l'aspect comment on peut faire un même mieux, ça serait plus du coup d'implication des citoyens citoyennes dans cet espace, enfin avec potentiellement, je sais pas, les manifestations autour de ce sujet, afin que le monde agraire soit un peu prise au piège et ne. Ouais. Voilà, c'est un peu ça le même mieux si on reproduit la situation. C'est ça, oui. Le biorégionalisme urbain est très compatible avec les institutions. Pardon, je me tais. J'allais dire que tu avais 30 secondes pour répondre, mais j'ai l'impression que c'est bon. Le biorégionalisme urbain est très compatible avec les institutions, milite pour le fait qu'il y ait une citoyenneté qui se constitue, mais dans les cadres légitimistes du portage des politiques et de la reconnaissance des autorités locales.
ça manque un peu de lutte et de résistance, soyons clairs. Voilà. Maintenant, je ne sais pas si lutte et résistance contre les mondes agricoles auraient changé la donne. Je ne suis pas là, je n'ai pas cette capacité-là. Mais force est de constater que c'est un type d'engagement en particulier, celui du citoyennisme, qui n'a pas porté les fruits escomptés. Merci, c'est très clair. Et l'objectif, c'est que peut-être qu'on va faire autrement et que chaque personne va pouvoir, en fait, la personne élue par son groupe va pouvoir prendre la parole pour pouvoir poser la question directement à Guillaume, vu qu'on a assez de temps. Donc, quel premier groupe veut partager? Christophe, très bien. Est-ce que tu peux t'en charger? Demande Sydney. Pardon, j'ai pas levé la main, mais je veux bien prendre la parole. Vous m'entendez? Ouais. Vas-y, Ouais, on t'entend. très bien. Vas-y. Vous m'entendez? D'accord. Ouais, je suis un peu pris de court parce que j'avais pas levé la main, mais bref. On a été. Tu peux la passer, Christophe, c'est un souci, tu peux la passer. Non, mais c'est bon. On a été tous les trois, plutôt marqués par ce qui a été dit sur justement les parcs nationaux, les parcs régionaux ou nationaux, les parcs naturels régionaux ou nationaux, et sur leur côté hyper, j'allais dire, dévoyé, parce que sous couvert de démarches très, très louables, on en a fait, et puis très vertueuses, mais sous couvert de démarches vertueuses, on en a fait des vitrines, on en a fait des endroits d'où on est d'une certaine façon exclu. Ça a créé un rapport à la nature qui est particulièrement artificialisé, un rapport biaisé. Enfin voilà, on était, il me semble, dans le groupe plutôt d'accord avec ça, et c'est assez frappant. Une question, j'espère qu'elle est dans le thème, c'est quid de la distribution des populations dans les diverses biorégions. Puisqu'on parlait des parcs, il y a des endroits qui sont effectivement merveilleux, fabuleux, de beauté. On en est venu à dire, mais tiens, il pourrait y avoir des élans vers certaines biorégions plus que dans d'autres, en fonction de leur attrait. Est-ce que la question se pose des déplacements de population et de la distribution de la population dans les diverses biorégions, quoi. J'ai dit. Merci Christophe. Guillaume, à toi, je te laisse la parole. Là, la question, parce qu'elle est purement prospective, mais la réponse n'est pas tranchée. Et c'est là où on va se faire un nœud au cerveau, je crois. Parce qu'effectivement, si on laisse le spontanéisme annoncé des 30 prochaines années, vu la littoralisation, vu l'héliotropisme et l'héliotropisme ambiant, c'est-à-dire grosso modo aller au soleil, même si ça se réchauffe beaucoup, et surtout sur le grand littoral océanique, il y a des biorégions qui vont rapidement étouffer, lorsque d'autres resteront dépeuplées. Du coup, abîme de perplexité, mais je vous renvoie la balle, c'est mon côté joueur, hein. C'est que il ne faudrait pas faire avec les institutions, mais il faudrait pas faire avec la planification, mais il faudrait peut-être un peu organiser cette chose-là, de telle manière à ce qu'effectivement, il n'y ait pas de disproportion et qu'on ne recrée pas en plus petit des métropoles littorales telles qu'elles sont en train de se constituer sur toute la façade océanique. C'est là où partir des cultures locales joue un rôle déterminant. C'est là où soutenir ce que seraient des émergences, y compris dans la fameuse diagonale du vide, si bien et chatoiement nommée, ou encore en Haute-Marne, dans la Meuse ou sur le contrefort en tout cas dans les Vosges ou ailleurs, il y a des initiatives, et là, indéniablement, c'est de ce côté-là qu'il faudrait vraisemblablement soutenir les quelques émergences qui aujourd'hui sont en train d'apparaître pour éviter cette disproportion. Mais inévitablement, aujourd'hui, les autorités refusent d'imaginer ce que pourrait être une troisième voie à l'aménagement, que pourrait être l'organisation de cette chose-là. Voilà. Donc, vous soulevez un problème qui ne trouve pas réponse au regard de la pensée dominante et des institutions telles qu'elles se sont macrocéphaliquement, très parisiennement constituées, quoi. Voilà. Merci Guillaume. Est-ce qu'une personne représentante d'un autre groupe, et je propose d'un sexe féminin, donc qui s'identifie au féminin, peut prendre la parole? Moi, je veux bien. Vas-y Magali.
Moi, j'étais avec Dorian et Anne-Sophie. Et en fait, c'est une sorte de double question. À la fois, en fait, comme la question qu'on avait posée tout à l'heure, c'est est-ce qu'il y a quand même dans le biorégionalisme urbain, en tout cas, des entités étatiques sur lesquelles on pourrait s'appuyer, en gros les moins pires des entités, est-ce qu'il en existe en fait qui sont entre guillemets encore utilisables? Et la question de est-ce que dans la problématique liée aux entités étatiques, est-ce que l'une des principales problématiques ne serait pas liée aux enjeux et aux boussoles qu'ils ont, qui sont des enjeux et des boussoles économiques? Enfin, en tout cas, dans tout ce qu'on a vu sur les différentes essais qui n'ont pas forcément marché, comme les pays, comme les parcs nationaux, ce qu'on constate, c'est que c'est un enjeu économique qui fait que ça dérive vers une biorégion comme on doit l'entendre. Je ne sais pas si c'est clair. Mais... Là aussi, il faudrait en discuter des heures, mais ça dépend de ce qu'on entend par État. Faut-il sauver des institutions d'État, aussi microscopiques soient-elles? En fait, soyons clairs, l'État, on a une culture très stato-centrée en France. Voilà, l'État peuple nos esprits comme nulle part ailleurs, à 2 ou 3 exceptions près sur la surface du globe. Donc, de trier les dispositifs est proprement impossible. Même une petite réunion micro-localement dans un chef-lieu de canton, même si l'État n'y est pas représenté, symboliquement, sa puissance pèse. Voilà, son aura est présente. Du coup, plus que de chercher dans des dispositifs existants, il y a surtout à décoloniser ce statocentrisme de nos représentations du politique. Et donc, du coup, c'est en fait une question démocratique qui se pose. Quels seraient les dispositifs qui pourraient permettre une reprise en main totale de la part des premiers intéressés, des premiers concernés que sont les habitants? Et là, soyons clairs, l'État s'étant constitué pour diriger, organiser, à des fins positives à certains moments de l'histoire, aujourd'hui de manière assez catastrophique de mon point de vue, il n'y a rien à attendre des dispositifs tels qu'ils existent aujourd'hui. C'est un emboîtement descendant en poupée gigogne, et même une petite collectivité locale a un mode de fonctionnement avec son conseil municipal qui en tout point ressemble à un conseil des ministres sans Emmanuel Macron. Voilà. Il y a quelque chose qui, dans l'État, est générique d'une soumission et donc d'une aliénation consentie, ça s'appelle une servitude volontaire. Du coup, la question économique, les parcs naturels abordent cette question économique. Mais comme pour ce que disait Christophe tout à l'heure sur les parcs naturels comme muséification, sanctuarisation, on est sur une économie qui est une économie très bucolique, une économie de vitrine, une économie de filière, une économie de tourisme. Il y a bien une question qui se pose, qui est aujourd'hui, quelle est l'économie? L'économie des parcs naturels, c'est une économie exagérément endogène pour mieux finalement distraire l'exogénéité de la mondialisation et de toutes les activités qui peuplent nos existences par notre employabilité. Quelle serait aujourd'hui une économie vivrière, mais réellement vivrière, d'un parc naturel? Ça n'existe pas. Quelle serait une économie véritablement nourricière? Eh bien, soyons clairs, hein, les mondes agricoles ont été convertis à l'industrialisme, à la convention, à la chimie de synthèse, au labour, pour satisfaire des masses urbaines, des masses agglomérées dans les grandes villes. Donc, moi, je suis tout à fait prêt, mais je ne suis pas le seul, et bien évidemment, avec grand plaisir, à discuter de ce que serait une économie post-urbaine, mais il y a à revoir assez fondamentalement le type d'activité. Il ne s'agira pas de délocaliser de telle manière à changer nos états d'esprit. Il y a bien d'autres savoirs, d'autres types d'emplois, et même il faudrait sortir de ce terme-là. On doit parler d'activité et pas de travail. On doit à un moment donné imaginer ce que pourrait être des formes, non pas de circularité, voilà, l'appétence urbaine pour l'économie circulaire, et c'est sans fin cette affaire, parce qu'on est encore à des échelles massifiées, et c'est de l'économie qui est recherchée, de l'économie au sens voilà, des flux qu'on aurait modérés. Non, il y a indéniablement à hauteur de femmes et d'hommes comment on refait économie. Et là, je ne vois pas autrement que l'autonomie comme facteur. Voilà, de réempuissantement de ce que serait une économie à hauteur de communauté. Donc du coup, de quelle économie, de quelles activités, et pas nécessairement d'un travail salarial, quelle est la place des techniques là-dedans, quelle est la construction de valeur, quelles sont les formes de solidarité, il y a tout à créer en fait. Voilà. L'économie telle qu'elle nous est donnée est une économie productiviste qui a l'État
comme véhicule de réalisation. Donc il faut simultanément attaquer les deux. Les parcs naturels aujourd'hui sont dans ce décorum, voilà, dans cette forme de dépaysement, et l'économie proposée est une économie un peu hors sol, ou en tout cas qui puise dans des traditions, mais pour satisfaire la demande du visiteur, du touriste qui passerait 2 jours. Merci Guillaume. Est-ce qu'un suis autre trop groupe sinon on prendra les questions et tu pourras répondre ultérieurement sur Discord. Est-ce que une autre personne peut partager la question qui avait été soulevée par son groupe? N'hésitez pas, en termes de timing, on a un timing, donc si... Martine, parfait. Je vois que tu as ton micro. Est-ce que c'était pour partager? Non, pas du tout. C'est pas inadvertant. Ok. Je veux bien partager la question de mon groupe, si vous voulez. Très bien. Eh bien, avec plaisir. Vas-y, Claire. En espérant être fidèle. Mais on a évoqué la notion de pays, au sens, enfin voilà, vous comprenez l'idée. Et on s'est demandé si, on trouvait que c'était plutôt effectivement, un bon point de départ quand on ne sait pas trop lire une carte, et quelles seraient les nuances à apporter justement à cette notion de pays si on veut partir de ça pour imaginer une biorégion. Voilà. Dans sa figuration géographique, il n'y a aucune nuance à apporter au pays. Le pays géographique est la bonne maille. Maintenant, pour rebondir sur la question précédente, l'État s'évertue à fusionner toutes ces choses-là, à les convertir en PETR, en donc des lieux de polarisation institutionnelle, à réduire le nombre de telle manière à grossir. Voilà. C'est du même acabit que les méga-régions, que les intercommunalités XXL ou de la fusion des communes qui nous sont proposées aujourd'hui. Donc, revenons aux pays tels qu'ils ont été remis au goût du jour dans les années 90, qui renvoient, soyons clairs, aux grandes provinces historiques, non pas pour revenir à l'ancien régime, mais parce que le découpage était un découpage qui alliait autrement nature et culture, et qui faisait que le périmètre n'était pas une frontière intangible, n'était pas avec barbelés et autres moyens de surveiller ou de sécuriser, mais tout simplement parce qu'il y avait une unité référentielle, il y avait un sens commun et des mondes communs autour de l'idée du pays géographique. Donc il faudrait revenir à ce moment originel, sans pour autant revenir en arrière, et reprendre un chemin, mais sur cette base de découpage-là, c'est-à-dire d'un peu moins de 500 pays géographiques qui aujourd'hui sont attachés pour des raisons culturelles à des réalités que l'on peut qualifier de biorégionales. Il n'y a rien à jeter, si ce n'est la tentation permanente d'un État de grossir, de grandir et de fusionner, donc de les faire disparaître à brève ou moyenne échéance. Ça me permet du coup d'expliciter aussi la question précédente, est-ce que tout est acheté ou y a-t-il d'autres dispositifs d'État? On voit bien que là, on avait un dispositif que même l'État s'évertue à petit lisser et à faire à sa main et à convertir à sa nécessité. Voilà. Donc, en fait, toute création institutionnelle, de près ou de loin, est le fait d'un État qui soit a laissé partir mais va rattraper, soit l'a créé de toutes pièces, et du coup, l'esprit est déjà celui d'un État qui, globalement, ne réfléchit qu'à l'échelle de la mondialité et des frontières qu'il faudrait continuer à surveiller. Voilà. Merci Guillaume. Sonia a mis une question qui était une biorégion, si nous arrivons à nous accorder sur ce que ça décrit, évitant le rejet d'un néologisme qui peut freiner la compréhension et l'adhésion, serait-elle en commun? Les petites dans ce ça. Sonia, j'avoue que j'ai du mal à bien lire la question. Du coup, je me demande si ce serait plus simple si c'était toi qui t'exprimais. Est-ce que tu peux prendre la parole? Oui, je prends la parole. Peut-être que la caméra va prendre un petit moment à s'activer. 30 secondes, si c'est possible. Oui, 30 secondes, en entendant la question préalable qui disait que les institutions viennent de l'État et que du coup, ce ne serait pas tellement possible d'expérimenter une vraie biorégion dans les institutions actuelles, je me suis dit peut-être que la biorégion que je conçois, peut-être c'est ma vision comme un commun, c'est une grande échelle de communs. Bon, à ce moment-là, peut-être qu'on peut expérimenter sur des petits communs qui seraient pour l'instant compatibles dans le sens
des systèmes dans lesquels on est empêtré pour l'instant et qui nous permettent d'amorcer des changements d'imaginaire. Voilà, c'était juste cette réflexion. Du coup, Sonia, moi, la démarche me convient tout à fait, c'est-à-dire qu'effectivement, s'il s'agit de prédéfinir ce que serait le bon périmètre, la bonne taille, la bonne échelle d'une biorégion, c'est reproduire sans jamais le dire ce que l'État a produit 3 siècles durant. Donc, ça ne peut venir que d'en bas, de micro-communs qui vont devoir s'allier et de monter un peu en généralité pour trouver le bon espace de référence. Voilà. Donc, passons du micro au macro commun. Mais c'est dans ce sens-là, remontant et non pas descendant, qu'il nous faut réfléchir. Et c'est là où la biorégion est un néologisme. Je sais qu'il y a des militants qui refusent ce terme-là parce qu'il y a des initiatives qui font biorégion sans jamais utiliser le terme, et c'est très bien ainsi. Et ben, revenons à l'idée première qui est qu'est-ce que nous partageons et faisons en commun à l'échelle de nos ordinaires, de nos vies, des formes de vie. Et là, je crois qu'il y a énormément à mettre en parallèle, à partager. Et on verra à quel étage ça peut s'arrêter, qu'est-ce qui nous unit à cette échelle-là, et peut-être que ce n'est pas le terme de biorégion qui l'emportera. Mais au moins, on aura satisfait une démarche remontante de démocratie directe sur une base de vécu, d'expérience et d'autres savoirs et savoir-faire de mon point de vue. Merci Guillaume. Martine avait dit, donc il me semble pourtant que le pays est au départ une unité administrative gallo-romaine et qu'il est, en tout cas dans ma région, d'une taille supérieure à ce que serait une biorégion. Et pour elle, la biorégion est quelque chose d'un territoire animal, une identification tripale à un territoire de vie. Voilà. T'as 30 secondes, si c'est possible. En fait, oui, les deux. La chose, c'est que le pays géographique tel qu'il nous a été reproposé dans les années 90, effectivement, est de taille peut-être un peu supérieure aux biorégions auxquelles nous aspirons. Voilà. Néanmoins, ça serait véritablement un pas favorable que de voir ce découpage-là comme un marchepied, un levier, un prétexte pour avancer. Et le caractère, on va dire, animal n'est pas pour nous déranger, puisque grosso modo, s'il s'agit à un moment donné, par les cultures, par les rapports à la terre, de reconstruire du vivant dans un rapport plus qu'humain ou autre qu'humain, voilà, les territoires de l'animalité peuvent aussi nous aider, non pas à figer des frontières, mais à comprendre autrement nos géographies. Donc, prenons appui sur les pays géographiques. Et je concède bien volontiers qu'à l'ère gallo-romaine, l'administration fixait des étages bien supérieurs, mais c'était toujours pour administrer des territoires, pour domestiquer des espaces de vie et des cultures d'appartenance. Merci beaucoup, Guillaume. Et bienvenue tout le monde. Eh bien, comme tout à l'heure, je vous propose que quelqu'un prenne la parole, se lance et pose voilà, la question de son groupe à Guillaume. Ne soyez pas timide. On a choisi une femme. Isa pose la question. Alors nous, on s'est demandé, est-ce qu'on peut échapper ou comment est-ce qu'on peut échapper à une forme d'imposition économique et centralisée et étatique, puisque même au niveau, par exemple, de l'exemple drômois ou des territoires avec les AOC qui sont récupérés pour du branding territorial, voilà. Comment échapper à ça et est-ce que c'est possible? Là aussi, j'en ai pas la science infuse. Il n'y aurait pas un toolkit, comme on dit, avec les lieux dans lesquels on serait totalement affranchi. De toute façon, on ne vit jamais totalement affranchi. Pour moi, il y a 2 conditions de réalisation. C'est tendre vers l'autonomie, parce qu'à un moment donné, c'est choisir sa dépendance. Et choisir sa dépendance, c'est retrouver de la puissance, de la capacité d'action. Donc, du pouvoir d'agir pour ceux qui seraient adeptes d'une certaine sociologie. Donc, en fait, c'est chacun selon sa trajectoire, chacun selon ses dessins géographiques, les habiletés qui lui parlent et sa capacité à pouvoir s'y investir ou s'y impliquer. Mais vraiment, la question de l'autonomie comme choix de dépendance et la question de recouvrer un peu de capacité d'action et de puissance qui, par l'autonomie, satisfait des besoins vitaux de manger, de se loger, se chauffer, se déplacer, faire communauté, faire festivité, enfin bon, toutes ces choses-là, c'est a priori une trajectoire alors individuelle et collective simultanément, non pas massifiée, on ne parle pas de 300 000 habitants, mais c'est à l'échelle des communautés que cette chose-là peut se réaliser.
Et c'est bien ce que la Drôme s'est vue finalement soutirée ou retirée par, s'est vue retirée ou soutirée par des classements, par une quête institutionnelle, par des moyens que l'initiative est allée chercher pour essayer de grandir, de grandir. Il y a en fait aussi une taille limite à un moment donné. Il faut arrêter de vouloir parvenir et de vouloir grandir. Mais on n'est pas formé pour ça. On est dans des sociétés où la question du plus prévaut sur le mieux. Voilà. Et là, j'ai pas du tout répondu à la question, j'en suis désolé. Mais j'ai pas vraiment de réponse en fait. Si on voit un peu. Eh ben, merci. Est-ce que d'autres courageux veulent dénoncer des porte-paroles de leur groupe? Ou certains porte-paroles seront assez courageux pour tout simplement prendre la parole? Je veux bien continuer. Donc, avec Boris, on a échangé sur la proposition qui est faite de faire des petites biorégions de 26 000 habitants sur 30 000 km². Donc, il s'était fait la réflexion que ça tenait, mais que pour ça, il fallait une répartition quand même beaucoup plus homogène sur le territoire et que ça posait quand même des grosses questions. Parce que comment se fait cette redistribution, sachant qu'en plus il y a des problèmes d'attractivité de certaines régions, que la question du travail est centrale dans les choix qu'on peut faire. Voilà, c'était des interrogations. Boris, n'hésite pas à rajouter quelque chose si tu le souhaites. C'est parfait. Là aussi, c'est une question à laquelle moi, je n'ai pas de réponse clé en main. Ce qui est certain, c'est que lorsqu'on regarde d'autres formes d'habiter, notamment dans certains pays asiatiques, cette question de la polarisation à un endroit et du vide à côté, ce que nous, on a créé par un modèle centre-périphérie, n'est pas du tout le modèle dominant. On trouve encore des fermes familiales au Japon, au Vietnam, qui sont non pas très étendues, assez microscopiques, mais globalement qui couvrent des territoires entiers où chaque maisonnée, chaque foyer a son propre lopin et fait commerce ou activité de cette chose-là. Voilà. Et ce n'est pas le modèle des Amish pour qui j'ai le plus grand respect et que je suis en train de vous décrire. Donc, oui, si on regarde la situation d'entrée, les rapports, on va dire, de croissance, d'attractivité, de développement, il y a des inégalités, mais je crois que des centres matériels et énergétiques vont rebattre assez considérablement la carte de nos répartitions géographiques. Et c'est là où des centres énergétiques et matériels, on ne va pas pouvoir se déplacer tel qu'on le faisait. Donc, il va falloir avoir des boucles et des circuits courts, une mobilité un peu relocalisée. Il faudra arrêter la bougeotte ou le bougisme généralisé. L'activité, le travail, soyons clairs, beaucoup d'activités n'auront plus les moyens énergétiques de pouvoir continuer et d'assurer leur belle pérennité. Bref, moi j'estime, mais c'est les données, 30 à 40 ans pour que notre rapport au travail, à l'activité, le rapport au mouvement, au déplacement, la question du divertissement dont j'ai déjà parlé, soit considérablement remanié. Et là, on ne parlera pas d'attractivité ou alors sur d'autres bases, de ressources de vie, de ressources de logements vacants, de ressources forestières, de ressources de terre. Et quand je boucle la boucle, il y a des modes d'habiter, d'autres géographies qui donnent de beaux paysages, mais non pas éparpillés, mais autrement distribués dans l'espace. Voilà. Et nous, généralement, on dénie à cette réalité-là une quelconque vertu écologique parce qu'on pense tout de suite éparpillement, petit pavillon, petite clôture, petite piscine, avec un gros SUV derrière pour pouvoir se déplacer au centre commercial et pouvoir s'achalander. Mais ce mode de vie-là, dans 30 ans, aura quelques difficultés à perdurer. Et là, j'ai perdu tout le monde. Est-ce qu'un autre groupe veut prendre la parole? Je vais prendre la suite, si c'est possible. Alors pour mon groupe, en fait, on s'est posé, c'est une question un peu plus sur le politique. En fait, s'il s'agit de prendre en compte en priorité les aspirations habitantes dans la pensée biorégionale,
Et évidemment, en dehors de tout cadre institutionnel de démocratie participative, etc., quels seraient, quels seraient les espaces, ou enfin, avant la question des espaces, peut-être les façons de faire, les lieux qui pourraient être propices à exprimer ces aspirations habitantes pour les considérer et les prendre en compte, en évitant peut-être l'écueil, il me semble, en quelque sorte, de l'entre-soi. Voilà. Et du coup, en même temps, ne pas chercher à une forme de représentativité parce qu'après, on s'en sort plus. Voilà. Elles sont légères, vos questions, hein. Alors, du coup, alors, pas de démocratie participative, la représentation suscite de la défiance. Quels seraient les lieux qui permettraient finalement de réempuissanter les habitants et leur habiter? C'est ça, si j'ai bien compris, globalement, en évitant l'entre-soi, l'écueil de l'entre-soi. Si j'ai bien compris, je pense sincèrement qu'on a une belle expérience, mais qu'on l'a mise sous le boisseau, sous le tapis. Les communautés villageoises sont aujourd'hui indéniablement des lieux, mais alors, soyons clairs, hein, les communautés villageoises sont converties à l'administration locale, ont aussi un conseil municipal, quel que soit le nombre d'âmes, mais ça fonctionne assez différemment. La taille est peut-être la bonne pour avoir un lien au politique qui ne soit pas le lien de la demande d'autorisation, de la demande de rendez-vous qui sera retoquée ou autorisée éventuellement 3 mois après. Et surtout, il y a des communautés de vie, il y a des expériences de vie avec des communs derrière qui se trament. Donc, tout ce qui est du ressort des communs écologiques et des communautés villageoises, avec aussi en arrière-plan, on va dire, des cultures de la terre qu'il nous faudrait, à mon avis, retravailler, et certaines trajectoires ou certaines histoires qu'il nous faudrait revisiter. Je pense notamment aux cultures paysannes. C'est indéniablement autour de ça que c'est cette brique-là de base que nous, en France, on considère comme strictement communale, mais qui renvoie à des formes de vie et des types de subjectivité politique, de relations sociales, de faire société, si je me laissais aller au marketing ambiant du tout métropolitain, en employant ces termes-là, c'est autour de ça. Voilà. Communauté villageoise et communauté de quartier, il y a là, à mon avis, des alliances à trouver. Mais c'est ce que certains prônent, hein, de trouver des alliances, voilà, des agencements politiques autour de ces deux réalités-là. Ce qui implique, si je peux compléter un tout petit peu, en fait, ce qui implique quand même un certain ancrage en fait local. C'est pas, enfin, ça oblige en fait à se dire qu'on va habiter concrètement ici et pas dans 2 ans partir à l'autre bout du monde, quoi. Tout à fait, tout à fait. La question de l'habiter est essentielle, de sa pérennité, du sentiment de familiarité, de la connivence, du sentiment de parenté et pas de parentalité avec son environnement. C'est vraiment le sentiment d'habiter qui se trame derrière. Voilà. Lorsqu'on se sent dépossédé parce qu'il y a des choix d'aménagement auxquels on n'a pas participé, desquels des choix nous n'avons pas participé, ou dans une communauté villageoise, lorsque, grosso modo, on a tout délégué à une administration locale qui entérine des choix uniquement dans le confinement d'un conseil municipal, en fait, tout ça est politique. Il nous faut réarmer. Un certain Emmanuel M a parlé d'un réarmement nataliste, c'est pas dans ce sens-là, hein. Il nous faut réarmer politiquement ce que sont nos propres subjectivités. On a trop longtemps laissé faire, délégué, et ce faisant, on s'est dépossédé. Voilà. Ou on s'est laissé déposséder. Clara, est-ce qu'on a encore le temps de prendre une question là Ouais, on a encore 2 minutes avant de passer à la suite. Cécile a une question. Alors, je suis désolée, c'est pas une question, hein. Ça me titille depuis tout à l'heure, hein. On parle beaucoup de donner la parole aux habitants et qui s'impliquent, etc. Mais pour avoir tenté des formes plus que participatives, effectivement, il y a une question de maturité des gens par rapport à ça, quoi. Parce qu'on les a dépossédés, ok, mais maintenant, plus personne n'a l'habitude de ça, plus personne ne sait interagir de façon appropriée et positive. Difficile de mobiliser les gens, même quand on en a la volonté.
Voilà, enfin, comment on fait, hein? C'est une question qu'on se pose beaucoup dans les territoires dans lesquels j'ai pu accompagner. Moi, j'ai une question. Dans quel territoire vous avez tenté cette chose-là? Notamment dans les fameux PNR. Moi, je vous ai trouvé sévère moi, dans le MOOC, quoi. J'ai déjà accompagné des PNR. Et c'est d'ailleurs les territoires où, en tout cas pour la partie agroécologique, je vais parler que de ce que je connais dans le Nord, voilà. Et Dieu sait que c'est difficile de faire de l'agroécologie dans le Nord. C'est dans ces seuls territoires-là que on a pu avancer, quoi. Mais ne serait-ce que de mobiliser la partie agricole, qui était la première, les agriculteurs étaient les premiers concernés, c'était super compliqué, quoi. Moi, juste, mais c'est pour interagir. Là non plus, j'ai pas de réponse. Je pense que, alors, la démocratie participative, il y a plein d'initiatives. On peut pas tout mettre dans le même sac, etc. Tous les lieux ne sont pas égaux. Tous les habitants ne sont pas tous disposés. Voilà. Moi, j'ai un peu travaillé sur cette chose-là, mais ça fait maintenant 4-5 ans que j'y travaille plus. Mais j'ai bossé une petite décennie sur la question participative et de la démocratisation de la démocratie. J'étais quand même stupéfait, peut-être que ça a changé, mais de voir les sujets qui étaient proposés aux habitants. Et je crois sincèrement que le jour où la subsistance va véritablement devenir un enjeu de société, c'est-à-dire notre propre survie, les sujets proposés vont devoir évoluer si jamais la démocratie participative veut être non pas un supplétif de la représentation, mais un véritable revigorement de ce que serait le sens démocratique de nos vies. La question de ce que l'on mange, de ce que l'on fait, de comment on se déplace, de où on habite. En fait, tout l'habité dont on a déjà parlé n'est jamais soumis au débat public, n'est jamais soumis à la discussion habitante. Voilà. C'est plutôt l'éclairage des lampadaires et la couleur des abribus. Donc, c'est des petits je ne sais quoi, généralement, qui sont proposés à la participation. Et je crois que la défiance vient aussi de là, pas que de là, je ne veux pas généraliser, mais aussi en de là. Donc, voilà. Eh bien, est-ce qu'une personne, est-ce qu'un élu par son groupe peut prendre la parole pour partager la question qui a été réfléchie? Oui, c'est vrai. Vas-y, Séverine. Merci beaucoup. Alors, notre question était, comment est-ce qu'on est très, 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 très générale. C'est comment on bouge, comment comment se fait la mise en route. Et aussi, mais ça c'est moi qui me disais, c'est je reviens quand même sur le récit, c'est que c'est comme ça un peu que je fonctionne, c'est la mise en route pour moi est j'ai quand même besoin d'imaginer et sans que ça soit la vision romantique dont on parlait tout à l'heure, j'ai besoin d'imaginer concrètement comment ça peut être et quel type, pas de travail, mais quel type d'activité on peut avoir dans une biorégion. Enfin voilà, j'ai besoin d'avoir quand même un récit concret qui ne soit pas bucolique, mais qui soit. Et là, j'ai envie de répondre à ma question d'ailleurs. C'est ce qui est important, c'est l'expérience et la mise en pratique. C'est vrai aussi. Voilà. Alors comment on peut faire cette mise en pratique, mais pas en y allant en une fois. Voilà, en y allant progressivement. Merci, Parce que je pense que certains d'entre nous ont besoin d'y aller. Enfin, en tout cas, j'ai besoin d'y aller progressivement. Merci pour ton partage. Guillaume, est-ce que tu... C'est pareil, je vais répondre, c'est pas abruptement et j'en ai pas la science infuse, loin de là. C'est plutôt retour sur expérience et aussi ce que certains collègues sont amenés à dire de cette chose-là, non pas dans la biorégion, mais comme mise en mouvement et mise en marche. Moi, il me semble que un des moyens d'avancer sur deux pieds, c'est-à-dire le récit du désir et de l'autre, nourri d'une expérience directe, c'est d'avoir d'autres expériences au vivant. Et là, la littérature abonde de petits exercices, soyons clairs,
Que ce soit un cabinet de curiosité, que ce soit des théâtres paysans, que ce soit une écobiographie. Prenons l'exemple de l'écobiographie proposée par Jean-Philippe Pierron, par exemple, un collègue philosophe. C'est un bouquin très accessible qui est magnifique. C'est Le jeu est un nous, voilà, je fais de la promo. Il propose le parcours écobiographique, de vous interroger sur les moments de rapport au vivant, de la petite enfance jusqu'à aujourd'hui, et d'essayer de renouveler ces moments-là dans les habités que vous peuplez, pour vous apercevoir qu'il y a une évolution, des décalages, des proximités, et de nourrir le vivant qui sommeille encore en vous. Je crois sincèrement que l'expérience du vivant, c'est en ça que les villes posent problème, c'est qu'elles ont été globalement dépouillées, ou en tout cas le vivant reste très humain ou humano-centré. Il y a expérience à avoir, et avoir les égards, comme dit Morisot, à un moment donné, sans fascination, sans romantisme aucun. Je crois que cette expérience-là est quand même essentielle pour nourrir un récit embrayé sur des régimes d'affect, des émotions, des sensations, des sentiments qui vont inscrire dans la durée et qui vont changer nos propres rythmes de vie. Parce que sinon, l'imaginaire est très intellectualisant et je crois qu'il nous maintient dans ce que la ville a créé, c'est-à-dire des êtres d'intellectualité. C'est pas revenir à l'animalité, c'est juste revenir un vivant parmi les vivants. Des exercices existent. Je les mettrai, je les enverrai à Jean-Christophe et puis à l'équipe si vous voulez regarder d'un peu plus près ces choses-là. Merci beaucoup, Guillaume. Je est un nous, c'est noté. Oui. Je le mettrai sur le. Jeanne, j'ai ajouté une question là, qui, pour le coup, est une question qui va faire réagir Guillaume nécessairement. Pourquoi est-ce que les divergences au sein du biorégionalisme français empêchent à tous les acteurs de discuter ensemble dans un même mouvement? Quels sont les points de rupture? Oh putain. Ça va être dur. Ça va être très dur. Je crois qu'à l'os, mais c'est de là où j'en suis aujourd'hui, donc peut-être que dans 8 mois, j'aurais un peu fait évoluer ce truc-là, mais ça renvoie quand même à ce que chacun met de sa propre propension et capacité d'action. Et dans le biorégionalisme français, comme je l'écrivais, c'est très scientifique, où ça part beaucoup des mondes universitaires. Et je crois qu'il y a là, pour moi, un problème pour embrayer sur une démocratie qui serait fondamentalement et radicalement directe. C'est-à-dire que ça nous perpétue par cette entrée-là dans des délégations à d'autres compétences, à d'autres virtuosités, à des visions et des entendements du monde qu'on aurait délégués à des gens qui seraient payés pour penser. Voilà ce que Kluskar appelait à la grande époque, non, je vais le garder pour moi, je vais en parler une autre fois. Il y a quelque chose là qui peut-être est une ligne un peu fondamentale de démarcation, les rapports savoir-pouvoir, la place des sciences, et pas des technosciences. Hein. Je ne fais pas procès des collègues. Ce ne sont pas des technoscientifiques, soyons clairs. Ils ne roulent pas pour l'économie verte et pour la géo-ingénierie. Mais néanmoins, il y a encore un prédicat de supériorité qu'ils portent involontairement. Hein. Ils n'en abusent pas. Je crois que la ligne de démarcation, elle est là. On ne pourra pas embarquer la totalité en ayant une avant-garde éclairée. Voilà. Ou alors, si elle est éclairée, elle doit rapidement se soustraire au débat et laisser le foyer et le pouls démocratique faire son travail de mise en commun et de construction remontante. Je crois que la ligne de partage ou la ligne de fracture, elle est là. Le rapport que chacun a avec son propre rapport au pouvoir et se faisant à l'organisation de la pensée, à la divulgation des idées et se faisant à l'enrôlement généralisé. Voilà. Il y a quelque chose de ce ressort-là dans les positions qu'on a identifiées. Et du coup, je suis totalement contradictoire puisque moi-même, je suis enseignant-chercheur et que je suis en train de répondre à vos questions. Imaginez le nœud au cerveau que je suis en train de me faire. Voilà. Mais d'autres se le font aussi. Hein. Il n'y a pas d'excès d'humilité de mon côté et un excès de supériorité ou d'arrogance de l'autre côté. Mais je crois qu'il va falloir savoir pouvoir, il va falloir mettre un coin dans cette réalité du monde. L'État est appuyé là-dessus. Le capital est appuyé là-dessus. Les biorégions telles que nous les défendons ne sont pas advenues parce que les détenteurs premiers, les premiers légitimes et concernés par les savoirs du quotidien et de l'ordinaire, les savoir-faire de la main et la nécessité par l'autonomie de faire sa propre subsistance en se délestant de quelques dépendances, et tout ça nous a été soutiré, arraché. Mais c'est les sciences à un moment donné qui ont joué ce rôle-là, en représentant la majorité et en donnant une vision, un entendement, une intelligibilité du monde dans laquelle, excusez-moi, mais on se reconnaît de moins en moins. Du coup, il y a certains scientifiques néanmoins qui défendent aussi l'ordre dominant. Ce n'est pas les cas des collègues qui travaillent sur le biorégionalisme, mais néanmoins, il y a bien quelque chose là qui nous transcende, qui nous traverse.
Merci Guillaume. Une question du groupe de Magali était: quelle est la place de l'éducation populaire pour embarquer l'adhésion aux biorégions, avec un compliment pour moi sur quelle place pour l'organisation collective? L'éducation populaire est une des grandes histoires avec laquelle, soyons clairs, hein, qui aujourd'hui a quelques difficultés à pouvoir continuer à s'exprimer, mais c'est indéniablement un des leviers premiers essentiels. Quand je parlais de théâtre paysan, c'est une éducation populaire qui nous vient des mondes de la paysannerie. Voilà. L'éducation populaire des foyers ruraux ou ailleurs, les foyers ruraux qui ont été dépouillés, qui ont pu reçu les moyens qu'ils avaient il y a 30 ou 40 ans. Dorénavant, ils vivotent dans des coins alors qu'ils font des choses magistrales et magnifiques au nom de l'éducation populaire. L'éducation populaire, les théâtres forums et toutes ces choses-là sont des leviers essentiels, non pas d'acculturation, mais de réunion, de conversation et de mise en commun, puisqu'on parlait des plus petits dénominateurs communs. L'éducation populaire est un des leviers premiers. Alors, je rebondis juste sur une question qui vient d'être posée. Celle-ci, elle a déjà été posée et je pense qu'on y répondra plutôt dans le module 3, de savoir quels sont les risques à porter un projet de territoire ouvertement contre l'État. Évidemment, c'est des questions que tout le monde se pose depuis le début de ce MOOC. Peut-être, avant de clôturer, est-ce qu'il y a une dernière question sur cette controverse au sein du biorégionalisme français que vous aimeriez poser à Guillaume, ou toute autre question sur l'ensemble de la deuxième partie de ce module 1, mais peut-être gardons cette question des risques, parce que ce n'est pas toujours évident, évidemment, d'y répondre déjà, même s'ils sont réels, et il faudra se poser ces questions-là, mais nous le ferons notamment dans le module 3. Donc, est-ce qu'il y avait une autre question, peut-être, une dernière à poser à Guillaume, sur l'un des 3 sous-modules que nous avons passé en revue aujourd'hui? Un autre groupe, une question d'un autre groupe? Ou alors une question encore une fois, sur les 3 sous-modules du jour? Ou même sur la ville, hein, sur cette dichotomie et sur ce clivage que nous mettons en avant, clairement, entre ville et ruralité, avec ce parti pris que la biorégion est post-urbaine et non urbaine. Est-ce que ça vous fait réagir? Après, il est 14h, hein, donc on peut aussi s'arrêter là, évidemment, mais s'il y avait une dernière envie de poser une question à Guillaume, allez-y. Pas de questions. Peut-être petit partage, tout à l'heure quand vous êtes parti dans les sous-groupes, Guillaume, tu nous partageais le fait que c'était des réponses très rapides alors que c'est des questions qui pourraient inviter à des heures de conversation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, le repréciser au groupe? Oui, il y a un tel impensé, une telle anomie de la question biorégionale comme nouveau ménagement du territoire ou déménagement du territoire, avec des questions qui sont des questions quand même d'une envergure, d'une amplitude tout à fait considérable, le rôle des institutions, la place de l'État, qu'est-ce qu'on fait du travail, comment on fait économie, quelles sont les cultures du vivant, comment on construit des récits désirants. Imaginez un peu, c'est la totalité du monde en fait qui est en train d'être discutée. Donc moi je me disais, sans propédeutique et sans faire académie, hein, alors je ne vais pas me prendre les pieds dans le tapis, mais d'avoir une conversation un peu plus longue où chacun exprime son sentiment vis-à-vis des institutions, vis-à-vis des sciences, vis-à-vis du pouvoir, pour justement être un peu plus au clair au sortir de la conversation peut-être sur comment on s'y prend individuellement ou micro-localement pour façonner une biorégion ou pour aller vers, ça pourrait pour moi être d'une certaine utilité. Parce que l'impression que ça me donne dans la compression, c'est d'asséner, voilà, de dire des choses un peu fermées, alors même que je ne peux pas revendiquer l'expérience comme forme de vie et ne pas laisser ou ne pas avoir un dispositif qui nous permette de laisser le temps à l'expérience de s'exprimer. Voilà. Chacun a une expérience avec des collectivités territoriales, chacun a réfléchi à la place de l'État et on est peut-être désamouré ou passionné, chacun son problème avec ça. Le pouvoir, la science, le vivant, l'animal, enfin bon, voilà, qu'on ait un peu de temps pour dire de là où on parle et rendre compte de trajectoires de pensée qui sont toujours des trajectoires biographiques. Et bienvenue à toutes et à tous pour ce dernier retour en plénière. Eh bien, encore une fois, je vous invite à poser vos questions à Guillaume sur vos discussions sur les controverses au sein du biorégionalisme français.
Pas de volontaire? Sinon, je vais en désigner un, mais ça sera moins rigolo. Si, j'ai levé la main. Ah, Vas-y, c'est bien, vas-y, merci. Franck, vas-y. Vas-y. J'ai cliqué sur la main. Oui, donc on a discuté des 4 versions détaillées dans le module 1.8. Donc en gros, la position adoptée par les instituts de formation, celle défendue par la revue Topophile et l'Institut Momentum, celle du Wild Project et la nôtre, celle du réseau des territorialistes et de l'archipel du vivant. Et voilà, on se demandait, est-ce que ces méthodes-là s'opposent foncièrement? Est-ce qu'elles sont antagonistes ou est-ce que elles peuvent être complémentaires entre elles? Et peut-être qu'une fois mises à l'épreuve, ce serait intéressant de faire le point, peut-être pas tout de suite, mais une fois qu'elles auraient été expérimentées. Quoi qu'il advienne, ça serait bien de pouvoir comparer leurs effets. Donc, sur le deuxième point, je serais d'avis qu'effectivement, même si le temps est compté et qu'il va falloir se hâter lentement, ne pas sombrer dans l'urgence et voilà, la panique, il n'en demeure pas moins que comparer ne serait pas inintéressant. Maintenant, il y a quand même des lignes de partage qui pourraient rendre la comparaison un peu compliquée. En tout cas, l'évaluation de la portée de chacune des entrées. Et j'insiste particulièrement, mais c'était dans le document, sur, mais ça renvoie à chacun et chacune. Hein, donc, une nouvelle fois, je vais vous renvoyer la balle. C'est globalement, est-ce qu'on laisse à un tiers, en l'occurrence, la recherche ou la formation ou les institutions, finalement, diriger, alors par moment de manière participative, ce que pourrait être la futuration ou la figuration d'une biorégion. Parce qu'il y a quand même une ligne de partage, c'est le rapport au savoir comme apport, voire même comme médiateur territorial pour, par l'art, par les enquêtes, par la production un peu académique, parler, faire écho et donc médier ce que serait finalement le rapport d'un territoire à sa propre biorégion. Donc l'éclosion biorégionale. On a là un souci, je crois, et ce n'est pas forcément très clair dans les 4 positions. En tout cas, il n'y a pas de débat autour de cette question-là. C'est la place des sciences, le rôle des savoirs comme rapport de pouvoir, on ne va pas se leurrer, comment chacun se situe par rapport à d'autres types de connaissances qui appartenant au territoire, des savoirs vernaculaires, des connaissances locales, des savoirs situés, n'ont pas besoin nécessairement de scientifiques chevronnés ou d'enquêtes rodées pour pouvoir à un moment donné se constituer comme entendement, comme intelligibilité et comme proposition. C'est là où la comparaison va me sembler compliquée à la fin, tout simplement parce qu'on ne partira pas des mêmes discours, on ne partira pas des mêmes publics et on n'aura pas la même position dans la démonstration qui sera proposée à la comparaison. Merci. Mais j'aimerais bien être dans ce monde où tout le monde s'entend, hein, je le dis franchement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, moi, je veux bien prendre la parole. Ça dérive un peu, mais bon, c'était dans les interrogations. Il y a, même si tout le monde n'est pas d'accord, il y a potentiellement une tendance à venir regrouper un certain nombre de communes. Et du coup, moi, ça m'amène au travail avec les communautés de communes qui sont déjà bien implantées sur les territoires, qui ont un certain nombre d'expertise et de savoir. Moi, en tout cas, ça me paraît être une des entités, un des acteurs privilégiés de la réflexion. Donc, je ne sais pas à quel point, quelle est la relation qui est voulue d'être mise en place avec cette institution, et s'il y a déjà en fait des travaux en cours de réflexion à cette échelle-là. Pour une des 4 positions, non même 2 des 4 positions, il y a des liens qui ont été tissés avec des communautés de communes pour répondre à des commandes qui visent de manière itinérante, à s'immerger dans le territoire et à faire éclore ce que seraient des sentiments partagés qui pourraient être le ferment de biorégion, notamment dans la communauté d'Aglo d'Uzès, etc. Nous, ce qu'on défend, c'est que les communautés de communes, les EPCI au sens large, sont problématiques.
mais non pas parce que ça serait la mauvaise échelle, au contraire. On est sur des bassins de vie, donc ça pourrait être pertinent. En tout cas, ça peut recouper le périmétrage qu'on a un peu proposé, de l'ordre de 20 à 30 km de diamètre pour 30 à 40 000 habitants. Le problème avec les intercos, c'est que elles sont en train finalement de tout fusionner. Elles sont en train de tout digérer. Les communautés de communes XXL correspondent aux méga-régions, correspondent aux métropoles. On est dans la même séquence de la réforme territoriale et on a des petites baronnies qui sont en train de se créer. Il y a des jeux de pouvoir entre les élus et je ne suis pas certain que la participation, si jamais on devait retenir ce terme-là, y gagne à se frayer un chemin dans les intercos qui sont, avec délégation de compétences et prérogatives techniques, plutôt des lieux en construction de spécialisation et pas de démocratisation. Voilà le sentiment que moi j'en ai au regard des communautés de communes. Maintenant, c'est pour aller dans votre sens, il se trouve que les communautés de communes sont en train de prendre le pas sur des pays géographiques qui, eux, ont une belle histoire, qui, eux, étaient au nombre de 500, qui maintenant sont au nombre de 300. Et les pays géographiques seraient la bonne échelle, mais ont été subalternisés, n'ont plus les moyens, sont ingérés dans les intercommunalités. Et c'est peut-être ces pays géographiques qu'il faudrait épauler, voilà, qu'il faudrait venir accompagner, bâtir des alliances un peu subalternes avec ces entités-là. Mais ils n'en ont plus les moyens. Les intercommunalités sont en train de tout digérer. Voilà. Les institutions ont une capacité digestive qui ne souffre pas de transit intestinal. Et merci pour cette belle phrase de fin. Beau jeu de mots. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole pour son groupe? Encore une fois, ça peut être une réaction si c'est pas une question. Hein. Ça peut être un ressenti, une réaction qui peut aussi permettre à Guillaume de rebondir. Donc n'hésitez pas. Andreas, vas-y. Oui, parce qu'on parlait de controverse du biorégionalisme français. Est-ce que dans ce qu'on propose en France par rapport à ailleurs, est-ce qu'il y a, on a employé le terme, une querelle de chapelle en France par rapport à qu'est-ce qu'il faut faire dans ce pays aujourd'hui qui est un pays, et pourtant ce qu'on cherche à faire, c'est de mettre en valeur la diversité, les particularités de différentes régions. Donc, quelle est la vraie controverse en France qui est gênant pour avancer concrètement? Il n'y a pas de controverse au sens littéral du terme. C'est-à-dire qu'on n'a pas les espaces d'échange et de dialogue pour se disputer de manière diplomatique et intelligente. Il n'y a pas de litige au sens philosophique du terme. Il y a des positions qui sont a priori non pas incompatibles, hein, mais qui sont différentes. Et c'est plutôt le fait de la diversité. Hein. Bon. Maintenant, puisqu'il s'agit de situer aussi le contexte hexagonal par rapport à des situations autres, étrangères notamment, juste deux éléments pour comparer, pour se figurer un peu. Effectivement, la France a une petite tendance à vouloir conflictualiser. Donc voilà, l'idée de la controverse un peu avortée ou de la diversité nous est un peu chevillée au corps. À l'étranger, les émergences biorégionales ne souffrent pas de la même diversité, ou en tout cas ne sont pas caractérisées par la même diversité. Globalement, beaucoup de propositions biorégionales étrangères, au Canada, au Brésil, en Pologne ou ailleurs, viennent des écovillages. Ce sont les écovillages qui sont à l'émergence de ce que serait un périmètre un peu supérieur, mais tout simplement parce que les écovillages ont appris à devoir composer les uns avec les autres, à bâtir des alliances et des complémentarités. Donc les biorégions sont plutôt une émergence de ces initiatives-là. Et puis vous avez aussi, alors après, dans le discours institutionnel, d'autres marqueurs un peu signifiants. Il y a des écorégions, il y a des bioterritoires proposés par la Commission européenne, mais là, soyons clairs, c'est des méga-régions ou c'est des grandes régions, et c'est plutôt penser l'adaptation du végétal au dérèglement climatique. Donc, on est à l'échelle des écotones ou des biomes, c'est des régions bien plus larges, hein, d'accord, écosystémiquement parlant et écologiquement. On n'est pas du tout dans l'esprit biorégional avec des communautés agissantes et une relocalisation de nos formes de vie.
Donc, si je devais me résumer, à l'étranger, éco-village pour les formes de vie, et en France, la controverse est avortée, ou en tout cas, elle n'est pas encore advenue. Voilà. Mais c'était plus pour vous repérer, en fait, pour avoir quelques éléments qui permettent de naviguer, si jamais vous trouvez ou vous tombez sur des choses, de pouvoir en discuter. Ça ne fait pas œuvre de certitude. Merci. Est-ce que d'autres personnes ont des ressentis à partager ou des questions qui leur sont venues suite aux échanges? Alors moi, je vais bien partager un ressenti si on a le temps. Vas-y. Je trouve que l'un des grands enjeux sera d'embarquer beaucoup de gens dans les territoires. Et j'ai trouvé, en tout cas, j'ai été surpris du niveau d'éducation nécessaire pour suivre l'argumentaire dans ce module. Voilà. Je pense avoir la capacité de comprendre des raisonnements complexes, mais à certains moments, il m'a fallu une relecture multiple de phrases pour comprendre le raisonnement derrière. J'ai trouvé que ça ne jouait pas forcément en la faveur de l'argumentaire. Donc voilà, c'était mon ressenti, je préfère le partager ce soir. Et Cécile indique dans le chat qu'elle partage ce ressenti. Juste pour être précis, parce que c'est toujours important hein, ce genre de retour, Boris et Cécile, c'est sur ce sous-module-là précisément? Oui, tout à fait. Alors, personnellement, moi, c'était le 1.5, enfin voilà, ce dont on parle ce soir, le 1.5, 1.6, 1.7, qui a mis la barre un peu plus haut par rapport aux modules précédentes. Et je trouve que la vulgarisation est un exercice qui est très compliqué. Mais là, dans notre groupe, je pense qu'on est des personnes qui sont déjà, par l'engagement qu'on fait dans ce MOOC, déjà très à même à s'ouvrir à ce genre de discours-là. Mais par exemple, moi, ça va être dur de le partager avec ma femme. Alors que j'ai envie de commencer à se dire, faut en parler avec d'autres personnes. Et voilà, j'ai trouvé ça un peu ardu à certains moments. Merci Boris pour ce partage. Ce que je vous propose, c'est qu'on conclue cette visio sur un petit moment de déclusion, c'est-à-dire que je vous propose de déjà prendre une grande inspiration et ensuite, si vous le voulez, donner en popcorn, donc quand vous en avez envie, pas besoin de demander la parole ou de lever la main, voilà, indiquer comment vous vous sentez après cette visio et après ce MOOC. Voilà, la parole est au centre. Vous êtes vraiment très timide, vous pouvez le mettre dans le chat. Oui, alors ça c'était l'un des moutons qu'on avait mis en avant, je crois que c'était celui en bas à gauche, mais peu importe, vous pouvez très bien vous exprimer par écrit et moi je vous propose comme d'hab de faire cette petite photo de conclusion. Donc pour celles et ceux qui n'auraient pas rallumé votre caméra, n'hésitez pas à le faire et comme ça d'ici quelques secondes, je vais activer en attendant éventuellement les personnes qui nous rejoindraient pour faire une petite photo qu'à chaque fois on partage sur Discord et après sur les médias sociaux de temps en temps. Voilà. Mais en tout cas, merci à toutes et tous pour votre participation. Voilà. Alors, il y en a d'autres qui se rejoignent, voilà, qui nous rejoignent. Si je peux juste partager quelque chose, je suis assez d'accord avec ce que disait Boris, c'est que nous, on veut embarquer un maximum de monde pour leur expliquer, etc. Et tu l'as bien dit, j'aimerais bien le partager avec ma femme et c'est un peu difficile. Et ça, c'est quelquefois un sentiment de frustration. On veut avoir les choses mâchées, mais voilà. Donc, comment vulgariser au mieux la complexité de la chose pour partager avec un maximum de monde.
Écoutez, en tout cas, on est à l'écoute. Hein, n'hésitez jamais à nous faire ce genre de retour et on en prend bonne note pour faire évoluer le MOOC favorablement. Alors, s'il y a d'autres retours, allez-y. Sinon, mais on peut encore accepter les retours après. Je vous encourage, je vous invite juste à décocher votre plus beau sourire puisque je vais déclencher la capture d'écran. Voilà, pour célébrer ensemble ce nouvel échange. C'est parti. 3, 2, 1, go! Voilà, et puis on a encore 2 minutes si vous voulez. Eh ben moi, en tout cas, je voulais vous amener mon humeur de fin de réunion qui est bien meilleure qu'en entrée. Et, merci pour les échanges et ça me donnerait envie de continuer pendant un certain nombre d'heures par la suite de discuter avec toi Guillaume et avec vous tous. Alors ça c'est super, merci Boris parce que je me permets alors du coup de souligner une proposition très chouette que nous a faite Guillaume à midi, qui est de vous proposer justement, et on le fera via Discord, par mail pour celles et ceux qui ne sont pas sur Discord, d'organiser un temps qui sera dédié aussi, peut-être en soirée, enfin sans doute en soirée, mais je veux dire peut-être avec un petit verre de blanc, une petite bière, enfin en tout cas de manière encore plus décontractée, mais sur un temps plus long, et qui nous permettra d'avoir des échanges aussi plus longs et moins minutés, pour celles et ceux qui le souhaitent. Donc on revient vers vous avec Guillaume sur un créneau qui vraisemblablement s'inscrira à la fin du module 2, entre le module 2 et le module 3, une fois que toute la partie théorique aura été découverte, et avant de plonger dans le module 3 qui se veut volontairement beaucoup plus pratico-pratique, ne serait-ce que même dans les visios qui seront des brainstorming collectifs, on pourrait organiser un tel temps de partage, d'échange, sans forcément de timing prédéfini. Voilà, donc on revient vers vous. Et Alexandra, oui, tu veux dire quelque chose? Ouais, oui, c'était pour la déclusion. Je crois que ça me tenait à cœur de faire déjà dire merci pour cette proposition parce qu'en effet, je lis là par exemple Anne dit non pardon une autre personne, bah là le chat bouge, désolé. Du coup, j'ai lu juste que quelqu'un a dit que ça serait bien d'embarquer davantage du monde et je sens que c'est assez ascendant. J'ai l'impression qu'il y a vachement de savoir, en fait, même sans se dire que c'est bio-originalisme dont il s'agit autour de nous. On a énormément de pratiques déjà présentes autour de chez nous, je pense, et on peut les partager. Et merci pour cette propale. Du coup, je pense que c'est le but aussi que ça soit moins ascendant, parce que c'est un côté que j'aime le moins en moins, et je pense que c'est très, très compatible de ne pas être ascendant avec du coup, l'anarchisme et plein d'autres philosophies qu'on partage entre nous. Donc voilà. Je tenais à te remercier pour cette propale. Et je repars avec de l'espoir et envie de concret, envie de solution, et qu'on se partage. C'est quoi un peu les clés de réussite chez vous, chez nous? Je me rends compte que mon voisin et qu'on s'est croisés au GFR, je crois, parce que ton visage me dit quelque chose et c'est très marrant. Moi, je suis à pleurer. Merci. Et sachez aussi que pendant le module 3, il y aura beaucoup d'initiatives territoriales qui vous seront partagées, comme des expériences utopiques réussies, concrètes, telles le Rojava et le Chiapas, dont on reparlera aussi, et une boîte à idées où vous pourrez vous-même partager vos propres initiatives et les expériences que vous avez pu observer ou auxquelles vous avez pu participer. Donc voilà, le module 3, vraiment, sera très chouette de ce côté-là, mais les 2 premiers modules sont essentiels pour arriver dans de bonnes conditions à ce fameux module 3. Voilà. En tout cas, merci encore à toutes et tous. Je pense que Clara, on peut s'arrêter là, effectivement. Bonne soirée. Et bonne soirée à tout le monde. Et à bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Ciao.